Avez-vous déjà éprouvé cette attirance magnétique immédiate envers quelqu'un, une connexion qui défie toute logique? Ou vous êtes-vous demandé pourquoi certaines personnes tombent amoureuses de vous si vite, si profondément, comme si elles vous connaissaient depuis toujours? On peut croire que tout dépend de votre apparence, de votre énergie ou même de votre charme. Pour Carl Jung, ce n'est pas le cas. Jung pensait que l'amour n'est pas un hasard. Il obéit à une structure. Sous chaque étincelle, chaque élan romantique, se cache un système silencieux de forces psychologiques façonné par des années de désirs inassouvis, d'émotions enfouies et de schémas inconscients. Les gens ne tombent pas amoureux de vous pour les raisons que vous imaginez. Ils tombent amoureux parce que vous incarnez quelque chose de profond dans leur monde intérieur, quelque chose qui manque, quelque chose d'oublié, quelque chose qu'ils cherchent sans le savoir. Dans ce voyage, nous allons explorer les deux grandes raisons psychologiques qui font naître l'amour et pourquoi il semble dicté par le destin alors qu'il s'agit, en réalité, d'un reflet du soi. Nous aimons croire que l'amour est un heureux hasard, quelque chose de spontané, d'imprévisible, de magique. Nous nous racontons l'histoire de l'âme sœur, du coup de foudre. Hollywood abreuve sans cesse notre imaginaire. Vous croisez un regard à l'autre bout de la pièce, le monde ralentit, et soudain, vous savez. Carl Jung bouscule cette douce illusion. Pour lui, l'amour romantique ne relève pas de la chance. Il jaillit d'une nécessité psychologique profonde. Autrement dit, si quelqu'un est attiré par vous, ce n'est pas simplement à cause de votre apparence ou de votre charme extérieur. C'est à cause de ce que votre présence réveille en lui. Ce qui ressemble à une attraction spontanée est souvent l'effet visible de forces invisibles. Émotions refoulées, facettes du soi inexplorées, blessures en quête de guérison. Jung appelait cela l'architecture de la psyché, une structure cachée sous la surface de la personnalité, qui façonne les personnes vers qui vous vous tournez, celles que vous attirez. Elle agit silencieusement, à votre insu, mais elle décide qui capte votre attention et qui vous laisse indifférent. Imaginez, chacun avance dans la vie avec des fragments de soi oubliés, niés ou réprimés. Ces fragments scellants de courage, de légèreté, de tendresse, de liberté ne disparaissent pas. Ils patientent dans l'inconscient et cherchent une issue. Et voici le paradoxe. Au lieu de les récupérer de l'intérieur, nous les voyons souvent revenir sous les traits d'une autre personne. Quelqu'un apparaît et incarne ce que nous avons enfoui. Il devient fascinant, magnétique, irrésistible, cela nous semble être l'amour. En réalité, nous ressentons une résonance interne profonde. L'autre est devenu un miroir. C'est le piège que Jung pointait. Nous confondons souvent reconnaissance intérieure et connexion extérieure. On ne tombe pas amoureux de la personne, mais de la part de nous-mêmes qu'elle reflète. Et lorsque quelqu'un s'éprend de vous, il n'aime pas seulement votre personnalité. Il répond à un besoin inconscient, à un morceau manquant de lui-même que votre présence ranime. Vous devenez un symbole, vivant de quelque chose de sacré, de perdu, qu'il est enfin prêt à regarder. Le danger? La plupart ignorent que ce processus est à l'œuvre. Ils croient aimer votre sourire, votre voix, votre énergie. En réalité, ils tombent amoureux d'une image intérieure que vous avez activée. Tant que cette projection reste inconsciente, l'amour demeure fragile. Au premier surgissement de votre vraie complexité, vos contradictions, vos failles, l'illusion se fissure. Ce qui semblait être le destin devient brouillon. Ce qui paraissait parfait redevient humain. Cela n'implique pas que l'amour soit un mensonge. Cela signifie que l'amour est un maître. Jung voyait ces liens inconscients s'ouvrent, douloureux comme essentiels. Ils ne nous arrivent pas simplement, ils arrivent pour nous, afin de dévoiler qui nous sommes, de rappeler ce que nous avons oublié et, au bout du compte, de nous guider vers la complétude. Selon Carl Jung, l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles quelqu'un tombe amoureux de vous n'a rien à voir avec votre apparence, votre statut ou même votre personnalité. Tout dépend de ce que vous représentez, un manque inconscient au cœur de l'autre. Nous portons tous en nous des vides cachés, des qualités jamais développées, des émotions ensevelies, des parts que nous n'avons jamais eu le droit d'exprimer.
Ces fragments ne disparaissent pas. Ils demeurent silencieux dans l'inconscient, prêts à resurgir. Lorsque nous croisons une personne qui incarne extérieurement ce que nous réprimons intérieurement, il se passe quelque chose de puissant. Nous sommes irrésistiblement attirés. Ce n'est pas de la simple admiration, c'est une résonance. Imaginez quelqu'un élevé dans un milieu où l'émotion était contrôlée, réprimée, peut-être même sanctionnée. Pour survivre, il a appris à taire son ressenti. Un jour, il rencontre quelqu'un d'expressif, audacieux, sincère qui rit à gorge déployée, pleure sans honte, parle avec le cœur. Ce rendez-vous ne suscite pas qu'une curiosité. Il réveille une faim ignorée jusque-là. À cet instant, vous n'êtes plus simplement attirant. Vous devenez électrique. Vous représentez une possibilité, une liberté, une manière d'être que son âme aspire à reconquérir. Mais voici le paradoxe. Il ne tombe pas vraiment amoureux de vous. Il tombe amoureux de ce que vous symbolisez dans son monde intérieur. Voilà la première grande raison pour laquelle on aime. Vous incarnez une pièce manquante de son puzzle psychologique. Vous devenez l'image vivante d'un aspect perdu ou jamais abouti. Confiance, spontanéité, profondeur, structure, chaleur, sauvagerie, peu importe. Dans vos traits, il aperçoit la version de lui-même qu'il souhaite devenir. D'où l'intensité soudaine, quasi mythique de l'attraction. Il ne s'agit pas seulement de chimie, c'est la métamorphose qui frappe à la porte. Mais cette transformation ne peut advenir que si la personne prend conscience de ce qui se joue réellement. Sans cette lucidité, l'admiration tourne vite à la dépendance. Elle s'accroche à vous, non par amour véritable, mais parce qu'elle croit inconsciemment que vous la complétez. Cet amour-là paraît romantique, presque épique, pourtant il reste fragile. Car le jour où votre véritable humanité émerge, avec ses failles et ses contradictions, le charme se fissure. Vous n'étiez jamais pour elle qu'un symbole. Lorsque le symbole agit en humain, le sortilège se brise. Jung avertissait. Sans conscience, la projection devient un piège. Ce qui naît dans la fascination peut finir en déceptionnant parce que vous l'avez trahi, mais parce que vous ne pouviez porter son moi manquant. Cette tâche lui appartient. Alors, la prochaine fois qu'une personne semble inexorablement attirée par vous, demandez-vous quelle part d'elle-même voit-elle à travers moi? Et lorsque vous sentez ce magnétisme pour quelqu'un, interrogez-vous quelle part de moi est-elle en train d'éveiller? Au fond, ceux dont nous tombons amoureux sont souvent des miroirs s'ils reflètent ce que nous devons récupérer en nous. Parfois, aimer, ce n'est pas tant trouver quelqu'un de nouveau que retrouver les morceaux perdus de notre être dans le regard de l'autre. La seconde raison pour laquelle quelqu'un tombe amoureux de vous va encore plus loin que la simple projection. Selon Carl Jung, tout homme porte en lui une image inconsciente du féminin l'animet, toute femme porte une image inconsciente du masculin l'animus. Il ne s'agit ni de goûts personnels, ni de rôles sociaux. Ce sont des archétypes anciens, symboliques, enracinés dans les mythes, la culture et l'expérience collective de l'humanité. Qu'on en ait conscience ou non, ils orientent notre façon d'aimer. Ces figures intérieures ne se forgent pas du jour au lendemain. Elles se façonnent lentement, au contact de nos premiers liens affectifs, des récits que l'on absorbe, des modèles émotionnels associés au genre et à la relation. Elles deviennent des schémas chargés d'émotions d'images que nous portons en silence, souvent à notre insu. Puis, un jour, sans prévenir, nous croisons quelqu'un qui épouse la forme de cette image intérieure. Et l'attraction est immédiate, inexpliquée, dévorante. On parle alors de magie, de destin, de retrouvailles d'une partie oubliée de soi. On dit « J'ai l'impression de te connaître depuis toujours, alors qu'on vient de se rencontrer ». Pour Jung, ce n'est pas la fatalité, c'est la reconnaissance. Non pas de vous tel que vous êtes, mais de l'archétype que vous évoquez inconsciemment. Voici donc la seconde grande raison de l'amour. Vous réveillez une image interne que l'autre porte depuis des années. Vous activez un schéma qui touche à l'ancien, à l'émotionnel, à l'archétypal. La connexion semble abyssale, car elle dépasse l'instant présent. Elle fait vibrer quelque chose de intemporel, inscrit dans l'architecture psychique de l'autre. Mais c'est là que réside le danger.
Si quelqu'un aime l'image qu'il projette sur vous, il ne vous voit pas clairement. Il regarde à travers vous, utilisant votre visage, votre voix, votre présence comme écran pour un vieux fantasme. Vous devenez un symbole, un substitut, une figure sacrée longtemps espérée. Puis, au fil de la relation, un glissement s'opère. Votre véritable personne apparaît avec ses imperfections, ses différences, sa vérité et l'image idéalisée s'effrite. D'où tant d'histoires qui débutent dans l'euphorie et se terminent dans la confusion ou l'échec. Elles reposaient non sur la connaissance mutuelle, mais sur la projection, la psyché, confondant une figure interne avec une personne réelle. Or, nul être humain ne peut incarner un archétype indéfiniment. Pourtant, Jung ne voyait pas là un échec, mais une étape essentielle sur le chemin de l'individuation. Lorsque l'illusion se dissipe, deux options s'offrent à nous: courir après une nouvelle chimère ou entreprendre le vrai travail d'intégration des qualités que nous projetions sur autrui. Reprendre notre pouvoir, devenir entier. La prochaine fois qu'une personne s'éprend de vous, avec une intensité quasi mythique ou que vous ressentez ce même tiraillement, accordez-vous une pause. Demandez-y-vous, quelle image est en train de s'éveiller? Quelle vérité l'âme cherche-t-elle à me révéler? Car, sous le tumulte de l'attraction, se raconte une histoire plus profonde, une histoire qui parle moins de romance que du soi, cherchant son reflet dans le regard de l'autre. Au début, tout semble parfait. La connexion est fluide, l'attirance fulgurante, les émotions débordantes dans le meilleur sens du terme. Vous êtes persuadé d'avoir trouvé la bonne personne. Elle dit exactement ce qu'il faut, ou simplement, elle sonne juste, comme si elle avait été façonnée pour vous. La chimie est électrique, les synchronicités trop étranges pour être ignorées. Vous vous sentez choisi, vu, enfin compris. Puis quelque chose change. Parfois lentement, une tension subtile qui s'accumule. Parfois brutalement, comme une fissure qui s'étend plus vite qu'on ne peut la contenir. Un désaccord en entraîne un autre. Un moment de vulnérabilité reçoit une réponse tiède. Vous repérez des contradictions, des failles, de petites déceptions. Il n'est plus aussi constant, pas aussi présent émotionnellement, pas aussi tendre, pas aussi solide. Et la confusion surgit. Que devient la personne dont je suis tombé amoureux? Carl Jung dirait: il ne s'est rien passé, le voile est simplement tombé. La projection commence à s'effondrer, car lorsqu'un amour repose sur la projection, voir l'autre non tel qu'il est, mais tel qu'on a besoin qu'il soit, la relation se bâtit sur l'illusion. Vous n'étiez pas amoureux d'une personne, mais d'une image, d'un symbole, d'un archétype façonné par votre inconscient. Vous croyez qu'il vous complétait. En réalité, il reflétait ce qui vous manquait. Au début, l'énergie de cette projection enivre. C'est exaltant de rencontrer quelqu'un qui semble incarner vos rêves. Mais, à terme, la réalité fait surface. Et, par nature, la réalité finit toujours par déranger l'illusion. Quand la personne réelle apparaît avec ses imperfections, ses contradictions, sa complexité, le fantasme se délite. Ce qui paraissait divin devient humain. Pour beaucoup, la douleur commence ici. Non parce que la relation est brisée, mais parce que l'image ne tient plus. Le miroir cesse de flatter. L'âme, qui se sentait vue, se croit soudain abandonnée. Cet effondrement peut être dévastateur. On entend « il a changé, je ne le reconnais plus ». En vérité, la personne n'a pas changé. C'est la projection qui s'est dissoute. Et vous vous retrouvez face, non seulement à son humanité, mais à vos propres attentes insatisfaites, vos désirs inconscients, vos blessures intérieures. Beaucoup de couples ne franchissent pas cette étape. Non que l'amour fût absent, mais parce que l'illusion n'a jamais été identifiée. Tragiquement, la plupart ignorent ce qui s'est réellement produit. Ils poursuivent, en quête d'une autre personne qui ravivera cette sensation, sans comprendre qu'ils courent après un nouveau miroir, une projection promise à une nouvelle fracture. Pourtant, ce moment, l'éclatement du fantasmène, n'est pas une fin. Dans la perspective jungienne, c'est un seuil, une confrontation nécessaire avec la vérité. L'appel de l'âme à rentrer en soi, à cesser de chercher au dehors l'achèvement
et à reprendre ce que l'on projetait. Car le véritable amour, celui qui dure, ne survit pas malgré la désillusion, il en triomphe. Lorsque vous voyez quelqu'un clairement avec ses failles et que vous le choisissez quand même, vous dépassez le rêve. Lorsque vous n'êtes plus grisé par ce qu'il pourrait être, mais enraciné dans ce qu'il est, une autre forme de lien naît, réel, mérité, libre. Alors, si vous avez vu un bel amour s'effriter, et vous êtes demandé ce qui clochait, envisagez ceci. Peut-être que rien n'a cloché. Peut-être que ce qui s'est brisé, ce n'était pas l'amour, mais l'illusion. Et peut-être, juste peut-être, cette rupture était nécessaire pour qu'enfin vous cessiez de projeter et commenciez à devenir. Malgré la douleur qui accompagne souvent l'effondrement de l'illusion amoureuse, Carl Jung n'y voyait pas un échec, mais une étape nécessaire. Car, sous le désir, la projection et l'intensité émotionnelle, l'amour répond à une fonction psychologique plus profonde. Il nous pousse à la transformation. Nous croyons que l'amour consiste à trouver quelqu'un qui nous complète. Et si l'amour était tout autre chose? S'il était un miroir outil destiné à révéler les parties de nous-mêmes oubliées, refoulées ou négligées? Et si les personnes qui nous bouleversent n'étaient pas seulement des partenaires romantiques, mais des messagers psychologiques? Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin vers la totalité. Or l'amour, disait-il, est l'un des vecteurs les plus puissants et les plus rapides pour y parvenir. Chaque fois que vous tombez amoureux, vous n'interagissez pas seulement avec une autre personne. Vous rencontrez un symbole, un reflet, une clé vers votre inconscient. Ce sentiment grisant l'étincelle, l'obsession, l'impression que l'autre est tout ce que vous attendiez n'est pas qu'une question de chimie. Il s'agit de l'activation d'une part dormante de vous-même, avide d'être reconnue. Parfois, l'autre reflète votre potentiel caché. Force, créativité, vitalité. D'autres fois, il met à nu vos insécurités profondes. Il rouvre des blessures que vous croyez cicatrisées. Dans un cas comme dans l'autre, il réveille quelque chose d'essentiel et ce réveil n'a rien de fortuit. Jung parlait alors de synchronicité. Ces rencontres en apparence fortuites, mais chargées de sens psychologique. Vous croisez la bonne personne au moment exact, elle prononce les mots justes, déclenche une tempête d'émotions ou d'intuition qui bouleverse votre univers intérieur. Cela ressemble au destin. En réalité, c'est votre inconscient qui aspire à grandir. Paradoxe. Les relations qui font le plus souffrir sont souvent celles qui nous façonnent le plus. Non parce qu'elles étaient saines, mais parce qu'elles ont révélé quelque chose de vital. Elles ont entrouvert une porte vers une conscience plus profonde, forcé l'examen de nos schémas, la confrontation à nos projections, l'appropriation de notre vie intérieure. Ainsi, lorsqu'une personne s'éprend de vous, ce n'est peut-être pas pour ce que vous êtes en surface, mais pour ce que vous éveillez en elle. Vous devenez symbole, catalyseur, tournant. Et inversement, les êtres que vous avez aimés, ceux qui vous ont marqué, brisé ou embrasé, n'étaient pas des hasards. Ils étaient miroirs, initiateurs, guides. Cela ne signifie pas que chaque lien doive durer. Certains amours sont là pour bouleverser, rompre nos cycles, nous empêcher de revenir en arrière. Telle est la vocation évolutive de l'amour, selon Jung. Une fois que vous l'intégrez, l'amour se transforme. Fini les fantaisies de sauvetage ou de complétude. Place au reflet, à la croissance, à la liberté. Vous cessez de demander comment le retenir et commencez à questionner. Qu'est-ce que cette rencontre est venue m'enseigner? Vous voyez alors le chagrin non comme un échec, mais comme une initiation. Le manque, non comme une faiblesse, mais comme une direction. Vous comprenez que la relation la plus décisive est celle qui vous lie à votre propre inconscient. Au bout du compte, l'amour ne consiste pas à trouver la personne idéale, mais à devenir celui ou celle qui voit clair, qui ne se laisse plus piéger par les illusions, mais perçoit le sens, qui ne fuit pas l'intensité, mais l'écoute. Tel est finalement le but de l'amour, dans la perspective jungienne. Non pas vous compléter, mais vous réveiller. Revenons donc à la question posée au départ. Pourquoi les gens tombent-ils amoureux de vous? Ce n'est pas seulement pour votre apparence, votre intelligence ou votre charme, même si ces qualités jouent leur rôle.
Jung nous dit que cela va beaucoup plus loin. Les autres s'éprennent de vous parce que vous reflétez chez eux quelque chose de perdu ou parce que vous réveillez en eux une part qui n'avait jamais vu le jour. Vous devenez un miroir de leur manque, le symbole vivant d'un archétype intérieur. Et, qu'un tel amour dure ou s'effondre sous le poids d'attentes déçues, il porte toujours un sens. L'amour n'est donc pas qu'une émotion. C'est un message, un miroir, un instant de profonde portée psychologique. Chaque fois que vous tombez amoureux, ou que quelqu'un tombe amoureux de vous, c'est une invitation à la transformation. Un appel à prêter attention, à écouter ce que votre âme tente de vous révéler. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette attraction irrésistible pour quelqu'un, ou que quelqu'un semblera éprouver pour vous un attachement soudain et intense, posez-vous ces questions. Quelle part de moi est en train de s'éveiller? Quelle leçon cherche à émerger? Cette prise de conscience silencieuse, puissante, ancrante transforme le chaos romantique en véritable croissance personnelle. Elle permet à l'amour de sortir du cycle projection, déception pour devenir un chemin vers la plénitude. Si ces mots résonnent pour vous, si vous vous reconnaissez, vous ou vos relations, dans cette réflexion, partagez votre expérience. Quel schéma avez-vous repéré chez les personnes qui vous attirent ou chez celles que vous attirez? Laissez un commentaire ci-dessous. Votre histoire pourrait toucher quelqu'un d'autre. Et si vous souhaitez davantage de contenu profond, honnête et riche sur le plan psychologique, abonnez-vous à Mental Dose. Chaque semaine, nous explorons l'univers intérieur. Carl Jung, les archétypes, l'ombre, la transformation et tout ce qui fait notre humanité. Parce qu'au fond, l'amour n'est pas la quête d'une moitié qui vous complétera. C'est la rencontre des pièces manquantes de votre propre être et le chemin vers la complétude.